Bonjour. À moins que vous soyez un alien qui vient de débarquer sur Terre, je n'ai pas besoin de vous présenter Mario. Tout le monde connaît Mario, même les personnes qui ne jouent pas aux jeux vidéo connaissent Mario. D'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire qu'aujourd'hui c'est un personnage aussi connu que Mickey, mais ça c'est un autre débat. Et vous le savez aussi, en dehors des platformers 2D et 3D, Mario s'est essayé à d'autres genres de jeux. Les jeux de sport, les jeux de combat, les jeux de voiture, ou encore dans le cas qui nous intéresse, les RPG. Et en l'occurrence, quand on parle de Mario et de RPG, il y a 3 noms qui reviennent. Le premier, c'est Super Mario RPG, sorti en 1996 sur la Super Nintendo, et qui est le résultat de la collaboration entre Nintendo et Square Enix, qui d'ailleurs à l'époque s'appelait simplement Square, puisqu'ils n'avaient pas encore fusionné avec Enix, et ils en étaient déjà au 6ème opus des Final Fantasy. Et il y a de grandes chances pour que la majorité d'entre vous n'aille jamais joué à la version d'origine de ce jeu, pour la simple raison qu'il n'est jamais sorti en Europe. Pour nous, il aura juste fallu attendre 27 ans avant qu'on puisse y jouer sous forme de remake récemment sorti sur Switch. D'ailleurs, en parlant de licences récemment revenues sur Switch, il y a les Mario et Luigi. Débarqués fin 2003 sur Game Boy Advance avec un premier jeu qui donnera par la suite une saga de 7 jeux sortis respectivement sur DS, 3DS et récemment sur Switch. Mario et Luigi, c'est la troisième licence de RPG mettant en scène Mario, cette fois-ci accompagné de son frère Luigi, et qui a pour particularité de beaucoup utiliser les possibilités des deux écrans de la DS et 3DS, créant des mécaniques propres à ces dernières. Mais si vous m'avez bien suivi, vous l'aurez compris, entre Super Mario RPG et Mario et Luigi, il y a eu une autre saga de RPG avec Mario. Et cette saga, c'est les Paper Mario. Débarqué avec un premier jeu en l'an 2000 sur la N64, sobrement intitulé Paper Mario, qui donnera lieu aussi une saga de 7 jeux sortis respectivement sur GameCube, Wii, 3DS, Wii U et Switch, Paper Mario est, comme son nom l'indique, une saga qui met en scène un Mario fait de papier, qui vit lui aussi dans un monde fait de papier et de carton. Et ce dernier est accompagné d'un ou plusieurs compagnons, uniques à chaque jeu, vit des aventures plus ou moins improbables, remplies de personnages et de situations atypiques. Et j'adore les Paper Mario, que ce soit pour leur direction artistique, l'utilisation de certains personnages de l'univers Mario, la manière de mettre des trucs en scène de manière improbable avec un grain de folie propre à Nintendo, et bien sûr le gameplay, qui est très différent d'un jeu à l'autre. Et justement, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce qui est considéré par les fans, moi y compris, comme étant le meilleur opus de la saga, j'ai nommé Paper Mario la porte millénaire. Bon déjà commençons par le plus simple, de quoi ça parle. Dans la porte millénaire, sortie en 2004 et développée par Intelligent System, on suit encore et toujours ce bon vieux Mario fait de papier. Cette fois-ci Mario sera en quête d'un trésor légendaire, après avoir reçu une mystérieuse carte envoyée par la princesse Peach. Cette carte l'amène vers une ville du nom de Porte-la-Canaille et à peine arrivé qu'il fait la connaissance de Goomélie, une fille qui cherche aussi le trésor légendaire et il décide de faire équipe pour le trouver. Un peu après, on apprend que le trésor se situe sous la ville, et plus précisément derrière une porte scellée. Pour ouvrir la porte, il faut récupérer 7 gemmes d'étoiles, qui sont éparpillées dans plusieurs zones différentes, et c'est ainsi qu'accompagné de Goomélie, Mario part à l'aventure dans le but de récupérer les 7 gemmes d'étoiles. Dans leur périple, ils feront aussi la rencontre de plusieurs autres compagnons, à l'histoire plus ou moins tragique, et qui les accompagneront aussi. Ah oui, et il y a aussi la princesse Peach, qui s'est fait enlever par un méchant du nom de Cru Sinistre, qui cherche aussi les gemmes d'étoiles, et a dominé le monde. Bon, soyons clairs, même si objectivement l'histoire de Paper Mario la porte millénaire est sympa à suivre, comme dans tous les Paper Mario, ce qui compte c'est surtout les personnages et les intrigues individuelles de chaque lieu qu'on visite. Pour donner quelques exemples, dans le 3ème chapitre, on apprend qu'une gemme d'étoile se trouve sur une île flottante et que là-bas il y a un grand tournoi avec des personnages qui se combattent. Pour obtenir la gemme, il faut devenir champion du tournoi et plus on monte dans le classement, plus on reçoit des menaces et plus on se rend compte que le tournoi est corrompu. Pour gagner la gemme et arrêter la corruption, vous serez aidé par un mystérieux individu à plusieurs reprises. Ou bien il y a le chapitre 6, dans lequel on doit se rendre en train au lieu où se trouve la gemme, mais au cours du trajet, plusieurs affaires des passagers disparaissent, voire les passagers eux-mêmes, et vous devrez bien sûr les retrouver avec l'aide d'un détective du nom de Pingro, qui n'est pas sans rappeler un certain Hercule Poirot, le tout se déroulant dans une mini-intrigue qui n'est pas sans rappeler le crime de l'Orient Express. D'ailleurs là je parle des lieux et de leurs intrigues respectives, mais les personnages c'est aussi un des points qui comptent dans les Paper Mario. Alors oui, bien sûr, vous attendez pas à des personnages aussi complexes et profonds qu'à Final Fantasy ou The Witcher. Je vous rappelle qu'on parle quand même de Mario. Mais quand bien même, le jeu arrive à rendre intéressant, drôle et touchant plein de personnages. Comme ça, je pense à Pientone, boss de la mafia, Kramina, la souris voleuse et séductrice, Marco, le marchand narcissique, Kyunyo qui cherche à aider sa sœur et sa famille, dont sa grand-mère flippante, Bowser qui est là aussi en tant qu'idiot de service, et bien évidemment nos compagnons qui ont presque tous une histoire touchante, surtout Bombard, mais je vais pas vous en dire plus. Ah oui, il y a aussi Luigi qui te raconte sa vie de temps en temps. Et là, tu vois, je lui dis comment ça, et lui, il me répond saucisse tout. Je lui demande si c'est un rapport avec son passage en prison, il me répond quoi. Je lui demande comment c'était la prison, il me dit je suis innocent, et là, tu vois, je lui dis comment ça, et lui, il me répond saucisse tout. Je lui demande si c'est un rapport avec son passage en prison, il me répond quoi. Mais en dehors des personnages et des mini-intrigues de chaque lieu, un autre gros point fort de la porte millénaire, c'est sa direction artistique. Comme dans les autres Paper Mario, les personnages et les environnements ont une esthétique de papier et de carton. Globalement, c'est magnifique, ça déborde de couleurs et chaque lieu arrive à avoir une personnalité propre.
Que ce soit Porte-la-Canaille, les bois insolites, Unionville ou encore la version en carton du village de Resident Evil 4. D'ailleurs là vous avez la version remasterisée du jeu, mais ce que je dis s'applique aussi au jeu de base, bien que j'avoue préférer les graphismes de cette version. Sans transition, pour ce qui est du gameplay, eh bien Mario étant Mario, ce dernier peut sauter un peu partout, et au cours du jeu. Ce dernier débloquera des capacités comme par exemple se transformer en bateau ou en avion en papier. Et ces capacités, ainsi que celles de ses compagnons, seront bien utiles pour résoudre des énigmes, pour avancer. Mais selon moi, la chose qui fait que la Porte Millénaire est considérée comme étant le meilleur de sa saga, c'est son système de combat. Bon déjà, deux choses importantes pour commencer. La première, c'est que visuellement les combats se déroulent sur une scène de théâtre qui visuellement change en fonction de l'endroit où on combat, et déjà rien que ça c'est super cool. Et la deuxième, c'est qu'on est sur des combats au tour par tour. C'est-à-dire que vous et votre partenaire pourrez faire une action, et ensuite ce sera au tour de l'ennemi d'attaquer. Mais la grosse particularité de ce système de combat, c'est qu'il n'est pas passif. Quand l'ennemi attaque, vous pouvez vous protéger en maintenant appuyé A au bon moment, et quand vous attaquez, là aussi il faudra que vous appuyez sur une touche ou relâchez le stick au bon moment. Sinon votre attaque ratera, ou du moins sera moins efficace, et c'est valable pour toutes vos actions, à l'exception des objets. D'ailleurs, pour ce qui est des objets, vous pouvez soit les acheter dans des boutiques, ou les récupérer sur les ennemis, et la plupart du temps vous aurez des objets de soins, d'attaque, de protection, ou qui vous redonneront de la mana. Ce que j'appelle de la mana, c'est les points qui sont représentés en haut de l'écran par une fleur. D'ailleurs justement, parlons de ces barres en haut de l'écran. Déjà il y a votre barre de vie ainsi que celle de votre partenaire tout à gauche. Ensuite il y a cette fameuse barre de mana représentée par une fleur qui vous permet d'effectuer des attaques qui justement consomment un certain nombre de points de mana. Et si vous n'avez plus assez de mana, vous ne pourrez pas effectuer certaines actions. Ensuite il y a une barre bleue avec une étoile et une rond à côté. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'après avoir récupéré une gemme d'étoile, outre faire progresser le scénario, chaque gemme vous donne une nouvelle technique spéciale. A l'instar des objets, ces techniques peuvent être dévastatrices, vous soigner ou vous redonner de la mana. Et justement, ces fameuses techniques spéciales, on peut les jouer uniquement si on a rempli suffisamment de ronds sur cette barre bleue. Et pour remplir des ronds, c'est simple, il suffit de réussir des attaques, et le public qui observe la scène appréciera, et enverra des étoiles pour remplir les ronds. Ou alors vous pouvez demander à un de vos personnages de faire une pose mignonne pour charmer le public. Puis après ça, il y a une petite barre avec une étoile et des chiffres allant de 0 à 100, qui est en réalité une barre de points d'expérience. À chaque fois que vous gagnez un combat, vous gagnez des points, et à chaque fois que vous atteignez 100 points d'XP, Mario monte de niveau, et vous avez le choix entre améliorer sa barre de vie, de mana, ou de points de badge. Parce que oui, dans le jeu vous pouvez aussi équiper des badges, qui amélioreront ou attribueront des capacités, mais il y a une limite, représentée par des points, et chaque badge occupe un certain nombre de points. Et enfin, tout à droite, il y a juste une barre qui représente votre nombre de pièces. Ah oui, et quant aux attaques en elles-mêmes, celles de Mario sont soit liées au saut ou à son marteau. Quant à ses partenaires, ils possèdent tous leurs propres attaques qui peuvent être indispensables contre certains ennemis. Et vous pouvez changer de partenaire en combat, mais cela compte comme une action. Alors oui, je sais, c'est un système de combat assez simple comparé à d'autres RPG, et que la majorité des mécaniques dont je vous ai parlé proviennent du premier opus. Mais déjà, je vous dirais que c'est pas parce que c'est moins complexe que d'autres jeux de ce genre que c'est moins bien. Et puis certes, la majorité des mécaniques dont je vous ai parlé proviennent peut-être du premier opus, mais je les ai trouvées toutes mieux faites dans la Porte Millénaire. Et quand bien même il est simple, ce système de combat est diablement bien fait et efficace, au point où même après une trentaine d'heures de jeu, j'étais pas lassé. Comparé au premier jeu, c'est comme s'ils avaient décidé de reprendre les mêmes trucs et les pousser au maximum. Et c'est d'ailleurs peut-être ça qui a posé problème par la suite. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, après la Porte Millénaire, Intelligent System, ou Nintendo, ou en tout cas l'un des deux, a voulu un peu changer la formule des premiers Paper Mario, préférant changer de système de combat en proposant un nouveau à chaque fois, tout en amoindrissant son aspect RPG. Depuis Super Paper Mario sur Wii, il y a cette idée plus ou moins commune comme quoi la saga se serait perdue. Et je suis pas vraiment d'accord avec cette idée. Bon déjà parce que si on met à part le cas de Color Splash parce que c'était un jeu Wii U, Super Paper Mario et The Origami King se sont tous les deux vendus à plus de 3,5 millions d'exemplaires, et même cette grosse merde de Sticker Star s'est vendue à plus de 2,2 millions d'exemplaires, ce qui en fait le 18e jeu le plus vendu de la 3DS. Et factuellement, ces jeux ont fait des meilleures ventes que la Porte Millénaire. Et puis quand bien même on s'en foutrait des ventes et qu'on met à part Sticker Star, je suis désolé mais Super Paper Mario, Color Splash et The Origami King, c'est des bons jeux. Pas parfaits, mais des bons jeux quand même, et au fond je pense que cette idée comme quoi Paper Mario se serait perdu, elle vient surtout de la part de gens qui attendaient autre chose de cette saga. Et puis d'ailleurs, jusqu'ici j'ai dit des trucs positifs sur la Porte Millénaire, mais malheureusement lui non plus n'est pas parfait. Déjà il y a l'antagoniste, je suis désolé, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien, mais perso il m'a fait chier, et j'arrive pas à prendre au sérieux un gars avec un nom digne d'un skyblock des années 2000. Le fait que l'inventaire soit limité, ça m'a mis dans beaucoup de mauvaises situations au cours du jeu pour pas grand chose. J'ai pas spécialement accroché à la musique. Et enfin, je trouve que les deux dernières zones du jeu sont pas dingues et on aurait pu les écourter de moitié que ça aurait pas changé grand chose. Bon après oui, j'en conçois, ces quelques petits défauts ne représentent pas grand chose à côté de toutes les qualités du jeu. Et justement, qu'est-ce qu'on peut en conclure ?
Paper Mario la porte millénaire est un très bon jeu. C'est un jeu qui brille sur presque tous ses aspects, et même s'il n'est pas parfait, il possède suffisamment de qualité pour se hisser au sommet de sa saga, voire même parmi les meilleurs jeux Mario tout court. D'ailleurs, je trouve même ça assez fou que 20 ans après sa sortie, ce soit un jeu qui tienne encore aussi bien la route, et je vous le recommande les yeux fermés. Normalement, la fameuse vidéo bilan que j'avais promis en octobre devrait sortir ce 22 décembre, et sur ce, prenez soin de vous. Et là, il me dit, prends un stylo et note ce que je vais te dire. Je lui demande pourquoi tu veux que je te note, et là, il me dit, elle s'appelle Rashida. Et là, je lui dis, non, arrête. Et là, il me dit, si gros, c'est bien la fille cachée de Drake, la fameuse dont parlait Young Bonnet en interview. Et au final, je lui ai mis 2 sur 10, car l'info m'avait l'air un peu trop gros. Le mec, il est trop relou en fait. J'en ai marre.